Imaginez un instant, une société où tout le monde serait d'accord, sur tout le temps. Pas de conflit, pas de débat houleux, juste un accord total. Ça sonne bien, non? Presque un peu trop beau pour être vrai. Eh bien aujourd'hui, on va justement se pencher sur une proposition bien réelle, pour créer ce genre de système. Et on va voir aussi la critique assez féroce qu'elle a suscitée. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Est-ce qu'on pourrait un jour tous être d'accord? Ou est-ce que c'est juste une utopie, un rêve impossible? Alors, pour explorer cette idée, on va s'intéresser à un cas très concret, le projet d'un groupe qui s'appelle les Commettants. Ils ont une vision très précise de ce qu'ils nomment une démocratie du consensus, et pour bien comprendre les enjeux, on va mettre leur projet face à une critique très argumentée, celle de l'auteur Stefan Geyers, qui va en quelque sorte démonter leur proposition pièce par pièce. Allez, on y va. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, dans le projet des committants, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est quoi, au juste, le consensus? De quoi parle-t-on vraiment quand on utilise ce mot en politique? Eh bien, l'auteur de la critique, Stefan Geyers, repart d'une définition assez classique, celle d'Universalis. Elle nous dit que le consensus, c'est cet accord général minimal qui fait société. C'est quand les membres d'un groupe reconnaissent les mêmes valeurs, se plient aux mêmes normes et s'interdisent la violence privée pour régler leurs conflits. Retenez bien ça, accord minimal, valeurs communes, normes communes. Et c'est là que, tout de suite, ça coince pour le critique. Depuis sa perspective libertarienne, il y a un énorme absent dans cette définition, le consentement. Le consentement libre et individuel. Parce que, pour lui, il y a une différence fondamentale entre juste se conformer à une norme un peu par habitude ou par pression sociale et y consentir de manière active, volontaire. C'est pas du tout la même chose. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment cette idée de consensus se décline dans le monde réel. On en vient donc à notre cas d'étude, ce fameux groupe, les Commettants, et leur plan, qui est lui très concret. Et leur objectif, il est, comment dire, colossal. Il s'agit ni plus ni moins de modifier la Constitution pour permettre à l'ensemble des citoyens de définir toute la législation. Oui, vous avez bien entendu, toutes les lois, directement. Alors, pour ça, leur système ne s'arrête pas aux 3 pouvoirs qu'on connaît tous, législatif, exécutif, judiciaire. Non, ils en ajoutent 2, et pas des moindres, un pouvoir monétaire et un pouvoir médiatique. Et là, le critique tire la sonnette d'alarme. Pour lui, c'est une façon de mettre la politique là où elle ne devrait pas être. Ces domaines, la monnaie, les médias, devraient selon lui être laissés à la libre concurrence pour garantir leur indépendance. Et accrochez-vous bien, parce que le processus qu'il propose est un cycle perpétuel. En gros, un débat national, on tire au sort une assemblée pour écrire une nouvelle constitution, on réécrit toutes les lois, et 1 an plus tard, hop, on recommence. L'auteur, lui, parle de double naïveté. D'abord, il pose une question de bon sens. Quelle stabilité peut avoir un pays si on change les règles du jeu tous les ans? Et ensuite, une question pratique. Qui a le temps de faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment demander à chaque citoyen de se consacrer en permanence à la réécriture des lois? Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur de la critique. L'argument qui, selon l'auteur, fait s'écrouler tout le château de cartes des commanditants. C'est un concept qui vient des sciences politiques et il est absolument fondamental. Ce concept, c'est le théorème d'impossibilité d'Arrow. Alors, sans entrer dans les maths, l'idée est assez simple à comprendre. Arrow a prouvé mathématiquement qu'il est impossible de concevoir un système de vote parfait. Il n'existe aucune méthode, aucune machine à voter qui puisse prendre les préférences de chacun et les transformer en une volonté générale qui soit à la fois juste et cohérente pour tout le monde. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des paradoxes, des injustices, des failles. C'est pour ça que l'auteur balance cette petite phrase un peu assassine « Kenneth Arrow rigole ». C'est sa façon de dire que le projet des Commettants ignore complètement un problème fondamental, un problème mathématique démontré et connu depuis les années 50. Comme s'ils essayaient de construire un avion sans tenir compte de la gravité. Et pourquoi c'est si important ici? Parce que tout le système des Commettants repose sur une idée. Si une loi atteint un certain seuil d'insatisfaction, on la réécrit. D'accord, mais la question qui tue, c'est comment on le mesure ce seuil? Si le théorème d'Arrow nous dit qu'il n'y a pas de méthode parfaite pour agréger les préférences, comment est-ce qu'on peut définir un niveau d'insatisfaction qui ne soit pas, au final, totalement arbitraire? Voilà le point essentiel de la critique. Ce fameux mécanisme de seuil d'insatisfaction, qui est censé être la solution, devient en fait une partie du problème. Parce que, au final, c'est juste une autre règle arbitraire. On impose une méthode de calcul qui va forcément avantager certains et en désavantager d'autres, par exemple ceux qui votent par rapport à ceux qui s'abstiennent. On ne crée pas du consensus, on remplace juste une forme d'arbitraire par une autre. Bon, la théorie c'est bien, mais voyons ce que ça donne dans le texte. On va plonger directement dans le projet de constitution des Commettants pour voir comment cette critique s'applique, noir sur blanc. Prenons l'article 5 sur la liberté. Il dit que les libertés des uns s'arrêtent là où commencent celles des autres, un principe assez classique. Mais
attention, voilà la phrase clé à la toute fin, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et ça, pour le critique, ça change tout. Ça veut dire que la liberté n'est plus un droit fondamental, inaliénable, gravé dans le marbre. Non, elle devient quelque chose de conditionnel. Quelque chose que la loi, et donc la majorité du moment, peut définir, limiter et redéfinir à volonté. Et ce n'est pas une maladresse, c'est une logique qui se répète. Regardez l'article 9, sur la sécurité et la propriété. On a le même schéma, on énonce un droit, chacun bénéficie de la propriété de ses biens, et puis, à la fin, on ajoute la petite clause qui tue, sauf dans les cas prévus par la loi. Le modèle est donc très clair. Des droits qu'on perçoit comme fondamentaux, la liberté, la propriété, deviennent en fait secondaires. Ils sont soumis à la loi, et donc potentiellement à l'humeur changeante des votants. Le danger pointé par la critique, c'est qu'au final, plus aucun droit n'est vraiment garanti. Tout peut être remis en question par la prochaine loi. Pour l'auteur, tout ça vient d'une confusion de fond entre deux domaines qui n'ont rien à voir. D'un côté, il y a le domaine du consensus, celui du commerce, des contrats, des accords individuels où tout le monde est gagnant. C'est du win-win. De l'autre côté, il y a le domaine de la politique, celui de l'État, de la loi qui s'impose à tous, des décisions qui font forcément des gagnants et des perdants. Vouloir appliquer les règles du premier au second, c'est comme vouloir jouer au foot avec les règles du rugby. Ça ne peut pas marcher. Et pour boucler la boucle, on va jeter un œil à la toute première phrase de leur projet, le préambule. C'est une déclaration d'intention, disons, très optimiste. Et la critique de l'auteur est cinglante. Il qualifie ça de pas sérieux, alors même jusqu'à parler d'un monde en direct de chez les bisounours. Pourquoi ? Parce que pour lui, cette phrase est l'aveu même de la faille du projet. Elle ne crée pas le consensus, elle fait comme s'il existait déjà. C'est un peu comme dire, pour résoudre le problème de la faim dans le monde, on décrète que tout le monde a mangé. Ça ne résout rien, ça ignore le problème. Ce qui nous laisse, au final, avec une question assez vertigineuse. Cette quête d'un accord parfait, d'un consensus absolu, est-ce vraiment le chemin vers une société plus juste et plus harmonieuse, ou est-ce que, en poursuivant ce rêve, on risque de sacrifier ce qui est peut-être le plus précieux, la protection de l'individu, face à la volonté, même bienveillante, du collectif ? La question reste ouverte.